y a beaucoup de mystères en astronomie, en astrophysique, et il y en a un qui est particulièrement vieux, particulièrement important pour l'astronomie et l'astrophysique, c'est tout ce qui est sombre. Parmi tout ce qui est sombre, il y a deux choses principales. Il y a l'énergie et la matière. Et dans le domaine de l'énergie, il y a eu des avancées récentes qui étaient très importantes et on a décidé de vous en faire part. On avait commencé un petit peu l'an dernier et cette année, on a décidé de faire un gros effort là-dessus, sur donc l'énergie sombre. Et donc pour ça, on a mobilisé deux types de personnes, quelqu'un qui fait plutôt des observations de la théorie et quelqu'un qui fait vraiment de la théorie. Et donc vous allez avoir 3 interventions sur l'énergie sombre cette année, une ce soir et 2 demain et après-demain, je crois. Donc profitez-en, hein, c'est rare autant de conférences sur l'énergie sombre. Et donc pour commencer, ce soir, on a fait appel à une grande spécialiste mondiale de l'énergie sombre, puisqu'elle a été porte-parole de la mission DESI, et c'est la mission DESI qui a permis de faire des avancées très très notables dans ce domaine. Et alors c'est une toute jeune dans ce festival, hein, ça fait combien de fois que tu viens? Une 15e. Voilà. Donc c'est Nathalie Palan qui est venue des États-Unis exprès pour nous. On va dire ça, hein, presque. Pour nous parler de ça. J'en dis pas plus. Merci Jérôme. Il est vrai que c'est pas la toute première fois que je viens au festival, mais c'est toujours un grand honneur et je suis toujours très, très heureuse de pouvoir partager les dernières nouveautés et de nos connaissances, et notamment ce soir sur l'énergie noire. Comme le disait Jérôme, l'énergie noire, c'est une des composantes principales de notre univers. C'est un sujet dont on parle depuis maintenant une vingtaine d'années, mais qui récemment, des découvertes ont permis de remettre brutalement ce sujet au centre de toute la communauté scientifique et sur le devant de la scène. Donc c'est vraiment l'objectif de cette conférence de ce soir. Je vais vous expliquer ces nouveaux résultats, les mettre dans le contexte et puis voir quelles sont les conséquences de ces découvertes. Alors ces nouveaux résultats, le tout premier, ça date du 4 avril 2024. Un grand nombre de journaux dans le monde, et à commencer par le New York Times, le célèbre New York Times aux États-Unis, a fait sa une des résultats qui venaient d'être publiés. Et avec sa une, sur la une Internet, ils avaient également inclus ce film sur lequel on reviendra et que je vous expliquerai par la suite. Donc, traduit en français, la une indiquait le message suivant, qu'un indice intrigant suggère que les astronomes avaient tout faux concernant l'énergie noire, et en plus petit, donc j'ai du mal à le lire sur mon écran, les scientifiques ont peut-être découvert un problème majeur dans leur compréhension de cette mystérieuse force cosmique, mais ce pourrait être une bonne nouvelle pour le destin de l'univers. Alors, si le New York Times avait été le seul à faire sa une de résultats scientifiques, je ne serais peut-être pas là pour vous en parler, mais c'est très loin d'être le cas. Un petit aperçu ici de juste quelques extraits de une de journaux à travers le monde entier qui ont repris ces résultats et qui ont vraiment mentionné cette grande découverte. À peine un an plus tard, mars 2025, de nouveaux résultats viennent à nouveau ébranler la communauté scientifique, et c'est au tour du journal Le Monde, cette fois-ci, de faire sa une de ces nouveaux résultats au milieu d'événements peut-être moins, disons, moins intéressants sur comment l'Europe entend se réarmer, ou peut-être sur des nouvelles inquiétantes sur la politique internationale. Mais au centre de la une, vous avez cette nouvelle carte du cosmos qui bouscule les théories. Et de nouveau, c'est un véritable raz-de-marée dans la presse internationale. Et juste pour donner ici un petit résumé, il y a plus de 650 articles de presse qui ont été écrits sur ces résultats dans une trentaine de langues différentes. Je vous donne ici une petite liste de l'essentiel de ces langues. Et je tiens à mentionner que ces résultats ont fait énormément d'écho au niveau de la presse grand public, mais également, bien entendu, au niveau de la communauté scientifique. Et que ce soit les résultats de 2024 ou déjà ceux de 2025 également, ce sont les résultats les plus cités dans la communauté scientifique en physique de l'année dans laquelle ils ont été publiés. Donc ce sont vraiment des résultats absolument fondamentaux et que je vais vous présenter ce soir. Alors de quoi s'agit-il ? Je me permets ici de planter le décor et je vais vous faire un petit rappel de 3 grandes révolutions en cosmologie qui sont celles sur lesquelles je vais revenir au cours de cet exposé et que je vais vous expliquer. Donc, toute première révolution, autour des années 1925-1930.
Alors que pendant des millénaires, on avait considéré que tout notre développement de la cosmologie, de l'univers, se basait sur un univers immuable, un univers statique, on se rend compte dans les années 1925 que l'univers n'est pas statique. Einstein lui-même, lorsqu'il développe sa théorie de la relativité générale, tous ces modèles de l'histoire de l'univers, il avait espéré, il avait tenté justement de maintenir un univers statique alors que naturellement ces équations n'allaient pas n'était pas en accord avec un univers statique. Et donc, pour permettre de rester dans ce contexte qui avait perduré pendant des millénaires, il avait rajouté une simple constante dans ses équations pour s'opposer d'une certaine façon aux effets de la gravité et maintenir un univers statique. Et lorsqu'on découvre que l'univers n'est pas statique, la légende clame que Einstein lui-même aurait décrété que c'était la plus grande bourde de sa carrière scientifique d'avoir introduit cette constante pour maintenir un univers statique. Deuxième révolution, 1998, donc la toute fin du 19e siècle, on découvre l'énergie noire. Donc quand je dis on découvre, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'univers semble composé d'une substance inconnue qui semble dominer toutes les autres et à laquelle on donne le nom d'énergie noire. De façon intéressante, cette énergie noire semble pouvoir s'apparenter à la constante cosmologique, justement que Einstein avait introduit puis supprimé de ses équations. Et pendant 20 ans, une interprétation de cette nouvelle substance, énergie noire, en termes de constante cosmologique, comme l'avait initialement introduit Einstein, semble pouvoir reproduire l'ensemble des observations de notre univers. Mais nouvelle révolution, 1924, les deux grands événements dont je viens de parler, il semble que l'énergie noire ne soit pas constante, et donc il faille interpréter cette composante principale de notre univers, non pas en termes de constante cosmologique, mais en termes d'une substance dynamique, avec sa propre nature, et dont on ne connaît absolument rien aujourd'hui, et donc dont tout reste à découvrir. Donc voici vraiment le cadre de cet exposé, et voici les trois pans que je vais développer à présent. Donc les trois révolutions dont je vous ai parlé, ça paraissait peut-être aller un peu vite, mais je vais revenir sur chacune de ces trois révolutions et on va les comprendre en détail. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est vous présenter le modèle standard de la cosmologie, donc ce modèle du Big Bang, quelques éléments simples de notre compréhension de la cosmologie. Dans une deuxième partie, je vais vous parler de la cartographie cosmique et pourquoi on peut étudier l'énergie noire à partir de la carte tridimensionnelle des galaxies dans l'univers. Et enfin, dans une dernière partie, je vais justement vous parler de ces dernières découvertes, d'une variation probable de l'énergie noire et des conséquences que ça a sur notre connaissance du cosmos. Donc, toute cette histoire débute au début du XXe siècle avec les observations d'un astronome américain, Edwin Hubble. Il observe des galaxies et qu'est-ce qu'il constate? C'est que toutes les galaxies qu'il observe semblent s'éloigner de l'observateur. Quand on regarde ces résultats, un regard justement de développement théorique qui avait lieu de l'autre côté de l'Atlantique, donc à travers les études du chanoine Georges Lemaître en 1927 ou du théoricien Alexander Friedman en 1922, on se rend compte que ce que représente cette observation des galaxies qui s'éloignent toutes de l'observateur, c'est évidemment pas que l'on est dans une position particulière au centre de l'univers, mais que l'univers lui-même est en expansion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un univers en expansion? Imaginez l'évolution du temps ici. Prenez une boîte d'univers dans laquelle on a représenté ici quelques galaxies. Un univers en expansion, ça veut dire que quand vous regardez cette même boîte d'univers à des dates ultérieures dans l'histoire cosmique, l'espace entre toutes ces galaxies s'est dilaté. On a, au fil du temps, de plus en plus d'espace entre les galaxies. Et imaginez-vous être situé dans l'une ou sur l'une de ces galaxies, vous verriez toutes les autres galaxies autour de vous s'éloigner de vous. Et le résultat de Hubble est non seulement qu'elles s'éloignent, mais en plus, avec une loi, c'est simple, leur vitesse de récession semble proportionnelle à la distance qui les éloigne de nous. Donc, ceci est en fait un des piliers fondamentaux de notre modèle du Big Bang et de notre modèle standard de la cosmologie. Ce modèle standard est résumé sur cette frise historique ici. Donc, le temps s'écoule de gauche à droite. L'univers, on imagine, a aujourd'hui un âge de l'ordre de 13,8 milliards d'années. Tout commence ici, à gauche, avec un événement qu'on appelle le Big Bang.
suivie d'une phase d'expansion extrêmement rapide de l'univers que l'on appelle inflation pendant une fraction de seconde. Et quand je dis une fraction, c'est vraiment très très peu, 10 moins 32, 10 moins 35 secondes, donc vraiment une infime fraction de temps où l'univers est en expansion extrêmement rapide. Ensuite, l'expansion se poursuit, c'est l'expansion que constate Edwin Hubble, mais à un rythme beaucoup plus modéré. Dans un premier temps, l'univers est extrêmement dense et chaud, c'est un plasma formé de particules ionisées. Puis, sous l'effet de son expansion, ce plasma refroidit, les noyaux commencent à se combiner avec les électrons pour former des atomes neutres, et à un moment donné, à 380 000 ans après le Big Bang, l'univers a suffisamment refroidi pour qu'il soit entièrement constitué d'atomes neutres, et il y a une transition importante à ce moment-là, c'est que la lumière, au lieu d'interagir constamment avec les atomes ionisés de l'univers, se met à pouvoir se propager librement jusqu'à nous. C'est un peu comme si cet événement ici marquait la photosphère de l'univers, tout comme on ne peut pas voir l'intérieur du Soleil, qui est également sous forme de plasma ionisé, tandis que l'on peut voir la surface du Soleil et la lumière provenant des émissions situées en surface du Soleil peut se propager jusqu'à nous. Donc c'est un peu cet événement-ci, première lumière, 380 000 ans après le Big Bang. Et ensuite, les photons se propagent librement jusqu'à nous, nous donnant cette première image, tandis que la matière de son côté va pouvoir s'agglomérer et former les premières structures de l'univers. Donc les galaxies, les amas de galaxies, des filaments, des grands vides cosmiques, qui forment tout ceci, la toile cosmique que l'on observe aujourd'hui. L'expansion de l'univers contient une grande quantité d'informations sur toute l'histoire de l'univers, son contenu, et donc ça reste encore aujourd'hui un des domaines de recherche très importants. Comprendre, mesurer l'expansion de l'univers, non pas uniquement aujourd'hui, mais à travers les âges, pour voir comment cette expansion a évolué, et ça nous donnera une grande quantité d'informations sur tout notre modèle cosmique. Alors la loi qu'avait établie Hubble, je vous avais dit, c'est une relation entre vitesse et distance. Donc il suffit de mesurer ces deux quantités pour en déduire la relation qui relie les deux, et donc le taux d'expansion de l'univers que l'on nomme H en hommage à Edwin Hubble. Donc d'une part, mesurer la vitesse. Mesurer la vitesse, ça revient un peu, on a tous un jour été victimes des radars, donc on sait très bien que l'on peut mesurer la vitesse avec des ondes sonores. Si l'on envoie une onde provenant d'un radar sur un véhicule en déplacement, le radar pourra déterminer la vitesse de ce véhicule, et notamment, dans le cas cosmique, si ce véhicule s'éloigne ou se rapproche de l'observateur. Dans le cadre de l'univers, c'est le même phénomène, mais cette fois-ci avec des ondes lumineuses, des ondes électromagnétiques. Et donc on voit ici la lumière provenant d'une galaxie qui est diffusée par un prisme ici. Donc on a ici toute la décomposition de la lumière selon ses composantes à différentes longueurs d'onde. Et pour toutes les galaxies que l'on observe, non seulement on a cette décomposition de la lumière, mais ce n'est pas juste un spectre uniforme. Il y a des zones qui sont plus lumineuses ou des zones au contraire qui sont absorbées en raison des éléments chimiques qui composent cette galaxie. Si la galaxie est proche, voici une illustration du spectre que l'on observerait, mais la galaxie lointaine s'éloignant de nous, comme l'avait constaté Hubble, les transitions électroniques intrinsèques à cette galaxie vont être déplacées, tout comme le phénomène que perçoit le radar, en raison de l'éloignement de la galaxie, de la vitesse d'éloignement des galaxies. Toutes ces transitions vont être décalées vers des longueurs d'onde plus élevées, c'est-à-dire vers le rouge, d'où le nom d'ailleurs de ce phénomène en anglais, redshift, pour décalement vers le rouge. Et donc la mesure du décalage entre les transitions que l'on observe dans le référentiel de l'observateur et la position à laquelle on les attendrait pour une galaxie proche est un indicateur direct de la vitesse des galaxies. Alors de l'autre côté de cette équation, on a une distance à mesurer. La distance, pour mesurer des distances en cosmologie, c'est assez simple, on prend des objets dont on connaît la luminosité intrinsèque. Donc ici, l'exemple est illustré avec des bougies. Si on a des bougies dont on connaît la luminosité intrinsèque, alors plus la bougie sera éloignée, plus la lumière que l'on reçoit sera faible. Et si on connaît la quantité de lumière émise, alors juste la comparaison entre ces deux intensités lumineuses nous donnera un indicateur de la distance de la bougie. En cosmologie, les bougies que l'on utilise le plus fréquemment, ce sont des supernovae. Ce sont des explosions stellaires qui se produisent toujours dans des conditions identiques. La grande majorité des étoiles, en effet, sont un système binaire. Ça veut dire qu'elles ne vivent pas toutes seules, mais elles vivent en couple. Les deux étoiles n'ayant pas nécessairement évolué au même rythme,
On peut avoir une des étoiles qui est déjà dans un stade un peu tardif, ici une naine blanche, donc une étoile compacte, tandis que son compagnon stellaire est une géante rouge, donc une étoile très très diffuse, et dont la matière pourrait être absorbée gravitationnellement par l'astre compact. Mais il se trouve qu'un astre compact ne peut pas tolérer une masse infinie. Et au-delà d'une certaine masse que l'on connaît, qui est égale à 1,5 fois la masse du Soleil, l'astre compact va exploser. Et comme il explose toujours quand il atteint cette même masse critique, la quantité de lumière qu'il va émettre est déterminée et parfaitement connue. Et donc on peut l'utiliser comme une bougie cosmique. C'est une explosion qui est extrêmement lumineuse, environ 10 milliards de fois plus brillant qu'un Soleil. Donc on peut les voir jusqu'à de très grandes distances. Et on peut donc les utiliser comme traceurs des distances dans l'univers. C'est exactement ce qu'ont fait deux équipes en 1998 justement, qui indépendamment ont pris un grand nombre de supernovae pour mesurer leur distance en fonction de la vitesse d'éloignement des galaxies qui les hébergeaient. Les résultats qu'ils ont obtenus, ou plus précisément ici les résultats mis à jour avec les expériences successives sur cette même technique, sont illustrés ici, où on voit cette fameuse vitesse, ou redshift ici sur l'ordonnée, et sur l'abscisse, pardon, et en ordonnée, l'intensité lumineuse qui est exprimée en magnitude, c'est une unité habituelle en astronomie, qui est en fait, la magnitude est d'autant plus grande que l'astre est éloigné, donc ça c'est une mesure de distance, et la courbe qu'ils espéraient retrouver était celle en pointillé ici. Pourquoi on y reviendra, la gravité devait ralentir l'expansion de l'univers. Et la prédiction était donc que les supernovae auraient une distance qui suivrait leur redshift selon la courbe en pointillé. Toutes les supernovae qui ont été observées sont beaucoup plus faibles que ce qui était attendu. Plus faibles, ça veut dire qu'elles sont plus lointaines. Et si elles sont plus lointaines que ce qui était prévu, ça veut dire que l'expansion de l'univers ne suit pas la prévision qu'on en avait faite, mais était plus lente par le passé et doit accélérer aujourd'hui. Or, revenons à notre premier cours de physique. Qu'est-ce que l'on apprend en 6e? Si l'on fait un cours de physique encore en 6e, je ne suis plus très sûre finalement. C'est que la gravité est attractive. N'importe quel phénomène sous l'effet de la gravité ne peut être qu'attractif. De la même façon, intuitivement, on comprend que notre univers n'est uniquement formé de matière. L'effet de la gravité entre tous ces objets, toutes ces galaxies dans l'univers, devrait ralentir l'expansion de l'univers qui consiste justement à augmenter les distances entre les objets. On aura tendance à ralentir ce phénomène. Donc, pour un univers uniquement composé de matière, on ne peut avoir qu'un ralentissement de l'expansion. Le résultat que je viens de montrer, c'est une accélération de l'expansion. Cette accélération ne peut pas être produite avec ce que l'on sait de la matière ordinaire, des composantes que l'on avait jusqu'ici considérées dans l'univers. Et donc, il faut invoquer une nouvelle substance qui ne va pas agir comme les autres sous l'effet de la gravité. C'est cette énergie noire qui va permettre d'accélérer l'expansion et de repousser la matière au lieu de l'attirer. Les résultats qu'on a observés montrent que depuis 6 milliards d'années, l'espace entre les galaxies augmente de plus en plus vite. Donc, contrairement à ce que l'on avait imaginé pour un univers formé de matière. Et ce n'est pas un phénomène léger. Si l'on prend la même densité d'univers aujourd'hui, qu'on mettait toute cette densité en termes de matière, donc de galaxies, d'objets ordinaires, d'étoiles, l'univers serait 2 fois plus petit en volume que l'univers que l'on a aujourd'hui avec cette composante énergie noire. Donc c'est vraiment une composante colossale qui a des conséquences très importantes sur notre histoire de l'univers. Et pourtant, comme on ne connaît absolument rien de la nature de cette énergie noire, c'est l'un des plus grands mystères de la cosmologie, à n'en pas douter, mais probablement même de la physique. Venons à des notions un petit peu plus quantitatives. Donc, quel est le bilan énergétique? Qu'est-ce que l'on sait de notre univers aujourd'hui? Donc, la matière que l'on connaît, les étoiles, les galaxies, c'est ce que l'on appelle ici la matière normale, la matière ordinaire. Ça ne compose que 4% de notre univers. On peut rajouter à cela quelques particules, dont des neutrinos ici, mais c'est encore une fraction vraiment infime de notre univers. Comme le disait Jérôme en introduction, l'essentiel de la matière n'est même pas sous cette forme de matière, mais il faut invoquer une matière sombre qui, elle, agit normalement sous le plan gravitationnel, mais qui n'est pas visible pour environ 27% de l'univers. Mais ce qui est vraiment flagrant, c'est que l'essentiel de notre univers est sous cette forme de l'énergie noire, qui constituerait 70% de notre univers, qui est responsable de l'accélération de l'expansion dont je viens de parler,
mais sur laquelle tout reste à découvrir. Alors, cartographie cosmique pour étudier l'énergie noire. Je vais vous expliquer pourquoi on peut étudier l'énergie noire à travers la cartographie cosmique, et je vais vous parler notamment d'une expérience qui s'appelle DESI, signifiant Dark Energy Spectroscopic Instrument, un instrument spectroscopique. Donc spectroscopique, ça a trait à cette mesure des spectres, donc de l'étalement de la lumière pour mesurer les vitesses, comme on le mentionnait au début, pour l'énergie noire. Revenons à notre cartographie, à notre frise historique. Comme je le disais, les premiers instants de l'univers ici, l'univers est extrêmement dense, c'est chaud sous forme d'un plasma. Dans le laboratoire également, dans un plasma, des ondes peuvent se propager. Donc une propagation d'ondes, c'est comme ce qui est illustré ici. Imaginez que vous lancez des graviers à la surface d'un lac. À chaque point d'intersection des graviers, vous aurez une onde sphérique qui va se propager au-delà du point d'intersection, du point d'interaction du gravier sur la surface du lac. Maintenant, comme je le mentionnais, à un instant précis, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers devient transparent, le plasma disparaît. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le plasma disparaît? Les ondes qui se propagent dans un plasma ne peuvent plus se propager, il n'y a plus de plasma. Et donc, brutalement, ces ondes vont se retrouver figées. C'est comme si le lac avait subitement gelé. Et donc, toutes ces petites ondes que vous voyez à la surface du lac vont rester à la distance maximale qu'elles auront pu atteindre, mais ne vont plus se propager. Et donc, dans l'univers, on doit retrouver, dans cette première image de l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, l'empreinte de toutes ces ondes qui se sont propagées dans l'univers primordial. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces ondes, ce sont des densités de matière dans l'univers primordial. Et évidemment, les galaxies vont se former là où il y avait plus de matière dans l'univers primordial. Donc en fait, on doit pouvoir retrouver aujourd'hui dans la distribution des galaxies ces mêmes sphères de surdensité, de très légère surdensité autour de chaque point d'impact, donc autour de chaque endroit où vous aviez plus de matière dans l'univers primordial. Et comme il n'y a plus de plasma, ces surdensités, ces sphères de surdensité n'évoluent plus. Donc en fait, les galaxies vont se former là où il y a le plus de matière. Et par la suite, ce n'est plus que sous l'effet de l'expansion de l'univers que cette échelle caractéristique va évoluer. Donc finalement, en mesurant la taille de ces surdensités, on doit avoir une empreinte de ce qui se passait dans l'univers primordial. Et par ailleurs, la taille que l'on va mesurer à différentes époques sera directement un traceur de l'expansion de l'univers. Alors, c'est une empreinte statistique, c'est une empreinte très faible. Et ça veut dire que pour la mesurer véritablement, il va nous falloir observer un très grand nombre de galaxies pour qu'on puisse retrouver cette empreinte. C'est comme si vous avez une empreinte, mais que vous mesurez qu'un échantillon extrêmement léger d'une marque, vous n'arriverez pas à reconnaître la marque. Il faut que vous ayez suffisamment de points de mesure pour pouvoir identifier votre empreinte. C'est pareil ici, il va falloir un grand nombre de galaxies pour pouvoir mesurer cette échelle caractéristique. Donc comment fait-on pour mesurer, pour observer une carte à 3 dimensions de l'univers? Avant 3 dimensions, commençons par 2 dimensions. On prend des photos, c'est un projeté à 2 dimensions des galaxies qu'il y a dans l'univers. Ensuite, on va choisir successivement un certain nombre de catégories de galaxies qui vont nous donner une mesure de l'univers à différentes tranches de l'histoire de l'univers. Donc là, je vais vous montrer quelques galaxies ici qui sont extrêmement proches de nous, puis un jeu de galaxies plus rouges que l'on espère situer autour de 6 milliards d'années-lumière de retour dans le passé, puis des galaxies dans l'univers très jeune, situées à environ 8 milliards d'années-lumière de nous, puis encore plus lointains, des quasars, qui sont les objets les plus brillants que l'on peut observer dans l'univers, et qui sont situés à environ 10 milliards d'années de nous. Donc vous voyez qu'on on arrive quasiment comme ça, avec cette succession de galaxies, à retracer toute l'histoire de l'univers. Je vous rappelle, l'univers a environ 14 milliards d'années. Donc finalement, avec ces différentes couches de galaxies situées à différentes époques, on va pouvoir étudier l'univers tel qu'il était à différentes époques dans le passé. Donc là, les couches, je les ai représentées extrêmement fines, mais en vérité, les galaxies, quand je dis qu'elles sont à 2 ou à 6 milliards d'années, elles sont en gros à 6 milliards d'années, c'est-à-dire entre 4 et 8. Donc finalement, avec ces différentes catégories de galaxies, on va pouvoir étudier toute l'histoire de l'univers dans le passé. Et donc, la photo qu'on avait, c'était une image projetée à 2 dimensions. La 3e dimension va être obtenue précisément avec la mesure spectroscopique, donc l'information qui nous provient du décalage vers le rouge des galaxies en raison de leur éloignement.
Les cartographies comme ça, 3D de l'univers, on a commencé à en mesurer, en observer dès les années 1980. Voici la toute première cartographie de l'univers qui a été obtenue à partir d'environ 2000 galaxies. Ça a été une véritable découverte. Clairement, c'est la première fois que l'on voyait que la distribution des galaxies dans l'univers n'était pas uniforme. On voit ici le bonhomme cosmique qui a vraiment marqué les esprits lorsqu'on l'a découvert pour la première fois. Vous voyez ici la tête, le corps, les jambes, les bras qui s'éloignent. C'était vraiment la première indication qu'il y avait des grandes structures dans cette toile cosmique. Et c'était vraiment une grande révolution de découvrir cette structuration de l'univers. Et ça a permis de grands développements au niveau des simulations numériques, justement, et de la matière noire également, qui est nécessaire pour permettre cette structuration de l'univers. Donc ça, c'est la première carte tridimensionnelle qui remonte l'histoire cosmique sur environ 200 millions d'années. Dans les années 2000, donc une vingtaine, trentaine d'années plus tard, on a fait un bond assez prodigieux dans la cartographie cosmique, ici avec 2 millions de galaxies, qui remontent l'histoire de l'univers sur 2 milliards d'années, et on commence à voir justement des structures un peu plus répandues. Donc ce n'est plus juste un bonhomme, mais on a des structures filamenteuses que l'on retrouve sur toute cette tranche d'univers. Et le dernier né de la cartographie cosmique, c'est justement le relevé qui est obtenu avec l'expérience DESI, où là, on a plus de 40 millions de galaxies qui remontent l'histoire de l'univers sur quasiment l'intégralité de son histoire, donc sur près de 12 milliards d'années. Vous voyez ici, en fait, on reconnaît bien les différentes catégories de galaxies dont je parlais au début, parce qu'on n'a pas encore une couverture totalement homogène de notre histoire cosmique. Donc on a ici les fameuses galaxies proches jusqu'à 2 milliards d'années, et on voit qu'on en a beaucoup plus que sur les galaxies plus lointaines. Mais ultérieurement, on aura ainsi une information complète de l'histoire cosmique sur 12 milliards d'années. Et voici juste un zoom ici sur une partie comparable à ce qu'on avait obtenu avec le relevé précédent, mais des détails d'une précision exquise. Donc, au niveau instrumental, comment est-ce que cette carte a été obtenue ? Donc, le télescope DESI, c'est un télescope qui existait déjà, qui est situé dans l'observatoire de Kitt Peak en Arizona. Il possède un miroir primaire de 4 mètres de diamètre, et qui est le même miroir qui existait originellement sur ce télescope. Mais à l'exception du miroir primaire, tout le reste de l'instrument a été entièrement refabriqué pour le consacrer à cette observation de la cartographie cosmique. Donc en particulier, on a refabriqué ici un correcteur avec des miroirs de près d'1 mètre de diamètre pour observer une grande fraction du ciel simultanément. La lumière ensuite va au plan focal qui est situé ici à l'arrière de ce correcteur et qui est vraiment le bijou technique de cet instrument. Ce plan focal est constitué de 5000 fibres optiques qui chacune va capter la lumière des galaxies lointaines pour la mener sur le détecteur qui va mesurer les spectres. Et je trouve cet instrument absolument superbe. Voici ici un petit film, c'est pas une animation, c'est vraiment un film des robots qui portent les fibres optiques. Le petit point blanc ici, entouré d'un point bleu, c'est chacune des fibres optiques. Donc là, il n'y en a pas les 5000, il y en a un petit échantillon ici, qui sont portés par des robots que l'on peut placer en moins de 2 minutes à l'emplacement exact de la position de la galaxie sur le plan focal. Une fibre optique, c'est de l'épaisseur d'un cheveu, c'est une centaine de microns, et on arrive à les positionner comme ça, avec une précision de quelques microns, donc une fraction de cheveux, de façon robotisée sur notre plan focal. Et voici ici, cette fois-ci, une animation donc, qui représente l'ensemble de ce plan focal, donc les 5000 fibres optiques dont je vous parlais. Et cette animation va plonger au cœur du plan focal, va vous montrer ces robots et qui chacun porte une fibre optique. Et voici donc chacun des robots ici. On voit la fibre optique qui est la petite ligne blanche qui se propage. Donc ça, c'est le point qui va capter la lumière de la galaxie et qui va apporter la lumière de cette galaxie jusque sur le détecteur où sera mesuré le spectre. Donc je vous laisse apprécier quelques secondes de cette animation où vous voyez la danse de ces robots. Alors, pendant qu'on mène des observations, les robots ne dansent pas, ils ne dansent que pour aller chercher la position d'un nouveau jeu de galaxies. Ensuite, ils restent immobiles pendant une quinzaine ou vingtaine de minutes pour capter la lumière des galaxies.
et ensuite, en 2 minutes, il se positionne de nouveau vers un nouveau champ d'observation et donc un nouveau jeu de galaxies. Donc la lumière de ces fibres optiques, comme je vous le disais, descend ensuite jusqu'à nos détecteurs. Donc ils sont situés ici dans une chambre, clean room, une salle blanche qui contient nos spectrographes, donc où on va capter la lumière de nos fibres optiques. Voici un CCD qui est vraiment le détecteur qui mesure le spectre. Les CCD, c'est le même type d'instrument qui se trouve au sein des appareils photo ou des téléphones, notamment. Et donc là, la différence principale, c'est que les CCD qu'on utilise en astronomie sont beaucoup plus grands et souvent également avec beaucoup moins de bruit que ceux que l'on a dans nos téléphones. Et voici le grisme qui, justement, va permettre l'étalement de la lumière provenant des galaxies pour aller mesurer le spectre. Et ici, vous avez la salle blanche dans laquelle ces spectrographes sont situés. Toute cette construction de l'instrument était terminée dans les années environ vers 2019. Et voici en fait la première image que l'on a prise avant d'installer notre plan focal constitué de ces 5000 fibres optiques. On a d'abord pris une image, un certain nombre d'images, pour s'assurer de la qualité optique de notre instrument. L'image était absolument superbe et on avait vraiment des conditions optiques tout à fait à la hauteur de ce que l'on attendait. Donc mai 2020, on est prêt à démarrer les observations. Mai 2020, cependant, n'était pas une année de tout repos ou un mois de tout repos. Et malheureusement, alors que tout était prêt pour commencer les observations, on a dû mettre tout notre instrument essentiellement sous cellophane pendant plusieurs mois, sans pouvoir accéder à l'observatoire et sans pouvoir prendre la moindre donnée. Mai 2021, on est enfin prêt à redémarrer. Et donc voici la carte qui va montrer le nombre de spectres obtenus en fonction de la date. Et donc là, quand ça monte, ça veut dire qu'on observe effectivement, on prend des spectres. Quand c'est plat, ça veut dire qu'on n'a pas de nouvelles données. Ce qui est assez classique en Arizona. En été, on consacre généralement l'été à faire tout ce qui est correction d'électronique, correction informatique sur l'instrument, parce qu'en été, non seulement les nuits sont plus courtes, donc la période d'observation est réduite, mais en plus en Arizona, il y a un phénomène de mousson, où il pleut très souvent, donc le ciel est généralement couvert, et donc finalement ce ne sont pas des périodes très propices aux observations astronomiques, et donc on en profite pour faire tout ce qui est maintenance du télescope. Et donc là, une petite pause à l'été 2021, puis on repart plein pot, on observe à grande vitesse jusqu'à l'été 2022. Malheureusement, à l'été 2022, première grande surprise, un immense incendie traverse une grande fraction de l'Arizona et notamment traverse l'observatoire, l'intégralité de l'observatoire. Une grosse frayeur pour tous les chercheurs qui travaillaient avec ces télescopes. Fort heureusement, les instruments eux-mêmes ont été sauvés grâce à un travail absolument colossal des sapeurs-pompiers qui ont brûlé tous les champs autour des télescopes pour pouvoir assurer que les instruments ne soient pas abîmés par cet incendie qui a néanmoins fait de gros dégâts, qui a brûlé 12 000 hectares autour de l'observatoire, qui a également brûlé tout ce qui était infrastructure du style cafétéria, les dortoirs, la route d'accès à l'observatoire également. Donc il a fallu plusieurs mois, bien qu'on ait échappé à l'incendie lui-même, pour pouvoir remettre l'observatoire en état de fonctionnement. Malgré tout, reprise des données jusqu'à l'été suivant, et là, nouveau choc dans la prise de données. Une cyberattaque sur des télescopes Gemini, dont vous avez peut-être entendu parler, a nécessité de retirer du réseau Internet tous les télescopes de l'observatoire Kitt Peak. Donc on a continué néanmoins à prendre des données, mais on n'avait plus de connexion Internet. Donc les données, on les a descendues manuellement sur des bandes magnétiques jusqu'à l'université voisine de Tucson pour pouvoir continuer à prendre des données malgré cette attaque, cette cyberattaque, sans prendre le risque d'être affecté par des pirates, des cyberpirates. Reprise des données l'année suivante, mais fort heureusement, on a vraiment de la chance. Les problèmes que l'on a vécus avec cet instrument se sont toujours produits en été, quand justement les périodes d'observation n'étaient pas propices, ou idéales en tout cas. Reprise des données ici, vous voyez qu'on est déjà à plus de 30 millions de spectres. Été suivant, malheureusement, un gros problème technique avec une chaîne qui nous permet de manier le dôme qui a cassé. On a dû la réparer, mais l'enthousiasme des équipes techniques qui travaillent sur cet instrument sont tels
que ce problème technique a été résolu en un temps absolument record, quasiment un record dans l'histoire de l'observatoire. Et aujourd'hui, on a plus de 40 millions de galaxies qui ont déjà été cartographiées en 3 dimensions pour mener cette quête de notre compréhension de l'énergie noire. Alors quand tout se passe bien, voici un petit film qui va vous montrer le ciel tel qu'on le voit par la pupille du dôme. Donc ici, c'est tout ce que l'on voit si on regarde à la verticale du dôme du télescope. Et entouré en rouge ici, ce sont les 2 régions dans lesquelles on va chercher à faire notre cartographie tridimensionnelle. Alors pourquoi 2 régions et pourquoi rien ici? C'est que quand on regarde notre voûte céleste, on voit en particulier, et c'est d'ailleurs un des attraits des observations nocturnes ici à Florence, c'est notre Voie lactée. Or la Voie lactée, c'est très beau si on s'intéresse aux étoiles de notre galaxie, mais si l'on veut étudier l'univers extragalactique, c'est quand même un handicap majeur. Donc les domaines, les zones que l'on va chercher à observer sont celles qui évitent la région ici de la Voie lactée. Donc je vous montre cette petite animation. Et ce que vous allez voir apparaître, donc là c'est le soleil qui se couche, le ciel tourne au fur et à mesure de l'avancée de la nuit, et vous allez commencer, j'espère, oui voilà, à voir apparaître des petits cercles qui sont la surface que l'on peut couvrir avec une prise de données. Donc à chaque fois que l'on reste statique, c'est que l'on prend les mesures, puis on se déplace, et donc vous voyez comment on va conduire ces observations au fil d'une nuit. On essaie toujours d'observer le ciel le plus à la verticale possible, c'est là que les conditions sont les meilleures. Et vous voyez ici la fameuse Voie lactée dont je vous parlais, qui empêcherait toute observation extragalactique, donc que l'on évite dans nos données d'observation. Et là, le soleil se lève de nouveau, et donc on arrête les observations pour la nuit. Dans une très bonne nuit, on arrive à observer jusqu'à 150 000 galaxies, ce qui est une amélioration considérable par rapport à ce qui était possible avec la génération précédente. Vous vous souvenez, je vous ai montré DESI, mais je vous ai montré les cartographies, 3 générations de cartographie. La génération précédente, juste précédente, ne pouvait observer qu'au mieux 9000 galaxies en une nuit. Donc on est passé de 9000 à 150 000, et la raison de cette avancée prodigieuse, c'est vraiment le fait d'avoir construit ces robots qui peuvent se positionner en 2 minutes sur un nouveau jeu de galaxies, alors qu'auparavant, tout était fait manuellement avec des grandes plaques d'aluminium qu'on avait perforées physiquement et dans lesquelles on enquillait les fibres optiques à l'emplacement des galaxies que l'on pouvait observer. Donc une amélioration technique prodigieuse qui a permis cette avancée de DESI. Et donc pour conduire à cette carte, ici un échantillon de la carte obtenu à partir de la première année de données seulement. Donc, passons à la dernière tranche de cet exposé. Maintenant, vous savez tout sur le modèle du Big Bang. Vous savez tout sur la cartographie tridimensionnelle des galaxies. Essayons de voir à quels résultats ont conduit les dernières données de DESI. Donc, petit aperçu, alors une équation théorique, mais ne paniquez pas, on ne va pas rentrer dans les détails de cette équation. Je vais juste vous montrer les éléments les plus importants de cette équation. C'est vraiment l'équation fondamentale de la théorie cosmique. Donc ce sont les équations, enfin en fait je dis les équations parce que les petites lettres ici peuvent prendre plusieurs valeurs, et donc en fait résumé en cette unique équation, c'est une dizaine d'équations qui sont les équations de champ d'Einstein. L'importance de cette équation, c'est qu'elle met en regard d'une part la géométrie de l'univers, donc ce qu'on appelle la forme de l'univers, et d'autre part à droite tout le contenu de l'univers. Donc tout le contenu, c'est la matière, c'est l'énergie, c'est les rayonnements qui sont dans l'univers. Et ici, lambda, donc ce petit v à l'envers, c'est la fameuse constante cosmologique qu'avait introduit Einstein, puis enlevée, puis remise, puisque justement, on semble avoir besoin de cette constante cosmologique, comme on l'a vu avec l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc l'énergie noire, c'est un terme générique. L'énergie noire, c'est le terme qu'on a introduit pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Maintenant, cette accélération de l'expansion, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Donc la première façon, c'est justement de se dire, c'est une constante cosmologique que l'on introduit dans l'équation, telle que l'avait fait Einstein. Alors, l'énergie noire en termes de constante cosmologique, c'est une hypothèse simple. C'est une constante dans les équations, qui n'est pas la seule explication. C'est l'explication la plus simple, un seul paramètre. Et par ailleurs, pendant 20 ans, toutes les observations que l'on a faites sur l'expansion de l'univers semblent corroborées par une interprétation, justement, uniquement en termes d'une constante cosmologique.
Alors quand je dis toutes les observations, donc il s'agit des observations à partir des supernovae, comme je le disais au tout début. C'est également des observations de cette carte-ci, donc de vraiment toutes les informations que l'on peut extraire de la photo de l'univers tel qu'il était à 380 000 ans. Donc voici la carte proprement dit. Ce que l'on voit, ce sont des zones rouges, bleues, qui représentent en fait la température des photons qui nous parviennent de cet instant-ci. Et on peut étudier la répartition de la température en fonction de l'échelle à laquelle on s'intéresse. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste comparer les points de mesure, qui sont les points rouges ici, qui ont toujours leur barre d'erreur, donc leur incertitude sur le reste de la courbe. Seulement, les barres d'erreur sont extrêmement petites, et la prédiction de notre modèle standard de la cosmologie, interprété avec une constante cosmologique, passe redoutablement bien à travers tous ces points de mesure. Donc vraiment, la constante cosmologique semble particulièrement adaptée à l'étude des tailles caractéristiques des fluctuations de température lorsque l'univers avait 380 000 ans. Alors, comme vous le verrez en détail si vous allez suivre les autres cours qui auront lieu par la suite dans ce festival sur la constante cosmologique, il serait intéressant de pouvoir expliquer en termes d'origine physique l'origine de cette constante cosmologique. Parce qu'une constante, un terme dans une équation, c'est bien beau, mais si on pouvait expliquer l'origine de ce terme, ce serait encore mieux. Et en l'occurrence, il y aurait une interprétation assez naturelle de la constante cosmologique qui plairait énormément à la communauté scientifique. C'est de se dire que cette constante cosmologique qu'on a introduite pour les observations du cosmos pourrait en fait provenir d'une origine associée à la mécanique quantique, c'est-à-dire aux phénomènes les plus petits dans notre compréhension de la physique. Donc si on arrivait avec une même observation à relier deux champs de la physique qui aujourd'hui ne sont pas unifiés, ce serait une avancée absolument prodigieuse. Alors, un petit regard sur le côté mécanique quantique et énergie du vide. La constante cosmologique à l'échelle de la mécanique quantique, elle pourrait être interprétée en termes d'énergie du vide. C'est finalement pas... Enfin, si le terme énergie du vide peut surprendre, réfléchissons au fait que l'expansion de l'univers, on a vu, c'est une expansion de l'espace. On pourrait se dire c'est de plus en plus de vide entre nous et les galaxies voisines. Et donc, si on associe au vide une énergie, finalement, une constante cosmologique comme une énergie du vide, c'est pas aberrant. Et ce serait intéressant de voir si numériquement, ça colle. Alors l'énergie du vide, en pratique, en mécanique quantique, c'est un phénomène qui est tout à fait réel. Le vide n'est pas vide. Parce que grâce à un principe d'incertitude d'Heisenberg, on peut créer des particules, même si on n'a rien au départ, à condition qu'on ne les crée pas pendant trop longtemps. C'est le fameux principe d'incertitude. On peut emprunter de l'énergie au vide à condition de la les restituer dans un temps suffisamment faible. Et donc ici, on peut imaginer... on peut même, enfin c'est plus qu'imaginer, naturellement, le vide devrait avoir une énergie, le vide doit foisonner de création de paires de particules et chacune associée à leur propre antiparticule qui peuvent se réannihiler en se refusionnant entre elles. Et donc chaque particule, on sait que pour chaque particule il existe une antiparticule, et donc si dans l'énergie du vide on a ces créations de paires particules-antiparticules, on doit pouvoir avoir une énergie associée à ce phénomène. Et donc, sans rentrer dans les détails, si on prend en compte que chaque particule peut avoir cette vie de création-annihilation de paires, comme Einstein nous le disait, l'énergie, c'est la masse. Donc, à chaque masse de particules, on a une énergie correspondante. Et donc, on doit pouvoir calculer l'énergie du vide qui correspond à ces créations et annihilations de paires particules-antiparticules pour toutes les particules que l'on connaît dans notre univers. Et donc, le résultat auquel on aboutit avec ce calcul est donné ici. C'est une valeur d'énergie extrêmement colossale, 10 puissance 114 joules par mètre cube. Donc, joule, c'est une unité d'énergie, mètre cube, ça veut dire par unité de volume. Et 10 puissance 114, ça veut dire vous prenez un 1 et vous le faites suivre de 114 zéros. 10 puissance 1, c'est 10. 10 puissance 2, c'est un 1 avec 2 zéros, c'est-à-dire 100. Donc là, 10 puissance 114, c'est un 1 avec 114 zéros derrière. Alors, est-ce que ça colle avec la valeur de la densité d'énergie qu'on a associée à la constante cosmologique? Alors, la constante cosmologique, elle vient de notre mesure de l'expansion de l'univers.
On a vu qu'aujourd'hui, l'univers, c'est essentiellement de l'énergie du vide. Donc finalement, le calcul peut être assez simple. On a l'expansion de l'univers d'un côté, et puis de l'autre côté, on va mettre que de l'énergie du vide. Donc là, les équations, c'est pour ceux qui veulent absolument suivre le fil noir demain ou après-demain et qui veulent avoir leur petite anti-sèche pour aller suivre le cours de Philippe Brax. Et donc, de la même façon, on va pouvoir calculer une densité d'énergie associée à la constante cosmologique. Voici la valeur à laquelle on aboutit. 10 puissance moins 9 joules par mètre cube. Alors là, le moins, ce n'est pas une erreur. 10 puissance moins 1, c'est 0,1. 10 puissance moins 2, c'est 0,01. Donc là, pas besoin d'être un grand mathématicien pour se dire qu'il y a un problème. Ça ne colle pas tout à fait. On a 123 ordres de grandeur de désaccord entre ces deux interprétations. Donc, clairement, l'idée était excellente. Elle aurait beaucoup plu, mais il va falloir faire des petites retouches pour qu'elle soit prise en considération. Alors, voyons les petites retouches possibles. Bon, j'avais pris toutes les particules possibles jusqu'à la masse de Planck pour me dire, ok, c'était la masse la plus élevée qu'on pouvait avoir pour une particule, même si on ne la connaît pas encore. Soyons plus réalistes, limitons-nous aux masses des particules connues. Ah ben, on améliore grandement le problème. Au lieu de 123 ordres de grandeur de désaccord, on n'en a plus que 55. C'est mieux, mais c'est encore très très loin d'être acceptable. Alors penchons-nous sur d'autres théories. Est-ce qu'il y a des théories qui permettraient de résoudre ce désaccord et finalement d'annuler des contributions? Oui, il y a de telles théories. Ça s'appelle en particulier la théorie de la supersymétrie, qui à chaque particule associe une autre particule qu'on appelle son superpartenaire. Donc je vous ai montré quelques exemples ici. Et l'intérêt de cette théorie, c'est que les contributions à l'énergie du vide ont des signes opposés. Donc, qui dit signe opposé dit qu'on va pouvoir annuler certaines de ces contributions. Mais malheureusement, les superparticules n'ont pas nécessairement la même masse que leurs particules. Donc, on reste coincé au fait qu'on va difficilement pouvoir s'affranchir des masses les plus élevées que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, finalement, le problème est du même ordre de grandeur que quand on s'était limité aux particules de masse connue. Donc, pour conclure sur cet aspect énergie noire, est-ce que l'on peut l'interpréter en termes d'origine comme une constante cosmologique? Sur le plan des observations, ça semble très bien collé. Sur le plan de l'origine d'une constante cosmologique en termes de notre connaissance des lois de la physique, on n'a pas d'explication qui tienne la route à ce jour. Donc ça, c'était pour essayer d'expliquer l'énergie noire par cette constante lambda. Mais maintenant, ce n'est peut-être pas la seule interprétation possible, puisqu'on a finalement 3 termes dans cette équation. Donc, si jamais ce n'est pas une constante cosmologique, où est-ce qu'on peut intervenir? On peut intervenir au niveau du contenu. Et c'est là, en fait, qu'on a toute l'interprétation et tout le sens au terme énergie noire. Si on parle d'énergie noire, en fait, on voudrait chercher une nouvelle substance. Et donc, ça veut dire qu'en plus des étoiles, des galaxies, du gaz, des autres particules, neutrinos, photons que l'on a dans l'univers, on aurait une nouvelle substance que l'on appelle énergie noire. Et donc on va essayer de l'étudier, cette nouvelle substance, d'étudier ses propriétés. Donc les propriétés, c'est sa densité, sa pression. Ce qui est intéressant, c'est qu'aller interpréter une nouvelle substance ici, ça pourrait même inclure l'hypothèse d'une constante cosmologique. Parce que finalement, avoir mis lambda à gauche, on peut très bien le passer de l'autre côté de l'équation, et puis tant qu'on y est, on l'intègre comme une des composantes de l'univers. Et donc finalement, si on trouve des propriétés de l'énergie noire telles que la pression est exactement opposée à la densité et qui n'évolue pas dans le temps, on pourrait avoir décrit par cette nouvelle substance une constante cosmologique. Donc ce cas générique d'aller chercher une nouvelle substance, une nouvelle composante, nous permettrait également d'intégrer dans cette étude une constante cosmologique si les propriétés que l'on trouve sont compatibles avec une constante cosmologique. Dernière possibilité, c'est de se dire que finalement, c'est l'équation en elle-même qui est incomplète et qu'il faut aller chercher des modifications aux lois de la relativité générale. Alors, c'est extrêmement attrayant d'aller chercher une nouvelle théorie, mais il n'empêche que ça ne peut se faire que dans certaines limites. La relativité générale est extrêmement bien testée à plusieurs échelles, notamment à l'échelle du système solaire. On n'a aucune indication à ce jour qu'il faut aller chercher des modifications aux lois de la relativité générale pour expliquer ce que l'on observe au sein du système solaire. Je vais vous montrer ici 3 petits exemples rapides de validation de la relativité générale. Le premier qui a été effectué en 1919, c'est la déviation de la lumière par les objets massifs.
L'objet massif que l'on a considéré ici, c'est le Soleil. Et le Soleil est un des objets les plus massifs qu'on a auprès de nous. Et en 1919, Eddington a cherché à mesurer l'angle de déviation de la lumière d'étoiles située derrière le Soleil par la présence du Soleil. Donc évidemment, pour aller observer une étoile derrière le Soleil, qui sera juste en lumière rasante ici, il a fallu attendre une éclipse de Soleil pour pouvoir étudier une étoile qui serait évidemment bien moins lumineuse que le Soleil. Et donc il a profité d'une éclipse de Soleil en mai 1919. Voici les prédictions en arc seconde ici, donc c'est un angle extrêmement faible, avec les prédictions pour le calcul dans le cadre de la mécanique newtonienne ou dans le cadre de la relativité générale, et avec deux types d'observations ici. On voit que très clairement, c'est beaucoup plus compatible avec la relativité générale qu'avec le calcul newtonien. C'est une des premières indications de la validité ou du besoin de la relativité générale pour expliquer des observations. La déviation de la lumière par les objets massifs ont été aujourd'hui grandement mis en valeur avec les premiers résultats du satellite Euclide, qui montrent ici toute une panoplie d'effets de lentilles gravitationnelles. Donc ce que vous voyez, je prends un exemple ici, mais vous en avez partout. Prenez cette image par exemple, vous voyez une galaxie centrale ici, un cercle tout autour de la galaxie centrale, et ce cercle, c'est un arc gravitationnel qui forme même ici un anneau qu'on appelle un anneau d'Einstein, et qui est la déformation de la galaxie qui est située derrière, pile derrière, j'ai envie de dire, la galaxie en premier plan, et dont la lumière apparaît tout autour de la galaxie qui sert de loupe gravitationnelle en avant-plan. Et vous avez sur toutes ces vignettes ici, ce sont des exemples d'arcs gravitationnels géants, et notamment sur un certain nombre d'entre elles, de ces anneaux d'Einstein, quand l'alignement entre la galaxie en arrière-plan et la galaxie qui lui sert de loupe est quasiment parfait. Autre mise en évidence de la relativité générale, c'est avec l'existence des trous noirs. La relativité générale prédit l'existence de trous noirs, et on a ici l'exemple de une des premières validations de l'existence de trous noirs de façon indirecte. Ici, ce sont les trajectoires d'étoiles au centre de notre galaxie, au centre de la Voie lactée, et par du simple calcul keplérien, on peut déduire la masse de l'objet autour duquel ces étoiles gravitent. On en déduit une masse de l'ordre de 3 millions de fois la masse du Soleil. On peut calculer la taille maximale de cet objet, puisque l'on voit bien que les étoiles ne cognent pas l'objet central. Et donc, d'après cette comparaison entre la masse, 3 millions de fois la masse du Soleil, et la dimension spatiale maximale de l'objet, on en déduit qu'on a au cœur de notre Voie lactée un trou noir d'environ 3 millions de fois la masse du Soleil. Et depuis, en 2023, on a même photographié un trou noir. Voici un trou noir supermassif, plus de 6 milliards de fois la masse d'un Soleil, dans une galaxie voisine. Et c'est ici la première image de l'ombre d'un trou noir dans une autre galaxie que la nôtre. Et enfin, récemment également, la relativité générale prédit l'existence d'ondes gravitationnelles, et de fait, on a observé les premières ondes gravitationnelles maintenant depuis 2017, notamment dans les cadres de coalescence entre deux trous noirs ou entre deux objets compacts qui émettent des ondes gravitationnelles, qui ont pu être détectées avec un certain nombre de télescopes à ondes gravitationnelles, dont les télescopes LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie, expérience à laquelle la France notamment participe. Donc voilà, pour résumer, l'énergie noire et la relativité générale, 3 possibilités pour essayer d'expliquer ce qu'est l'énergie noire. Et voyons sur ces 3 possibilités ce que Daisy aura découvert. Donc, voici une petite animation qui montre l'ensemble des données mesurées par Daisy. Donc, vous avez là une visualisation de ce que l'on a à ce jour, de chaque petit point lumineux, chaque petit point blanc, c'est une galaxie. Et vous avez ici donc la carte tridimensionnelle de notre galaxie. L'observateur est situé au centre. Les régions qui sont noires, c'est parce qu'elles sont couvertes par la Voie lactée que l'on évite dans nos observations. Et vous avez donc ici la carte tridimensionnelle de notre univers telle qu'elle a été mesurée par Daisy. Je vous rappelle pourquoi est-ce que l'on mesure cette carte tridimensionnelle. C'est pour aller y retrouver la trace de cette marque, de cette empreinte de l'univers primordial, avec un excès de galaxies situées à une distance caractéristique de tout point central ici.
Cet excès, c'est ce que l'on cherche à observer, comme je l'illustre en haut à droite. Donc le graphique représente en fait la probabilité de trouver deux galaxies en fonction de la séparation entre ces deux galaxies. J'ai une erreur dans la... Ah non, c'est en années-lumière, c'est bon. Donc la distance ici est exprimée en millions d'années-lumière. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on retrouve... ce que l'on cherche à mesurer, c'est justement cet excès qui montre qu'on a une plus grande probabilité de trouver deux galaxies situées de 450 millions d'années-lumière, qui est la taille de cette empreinte de l'univers primordial. Donc là, c'est une illustration. Voici les résultats scientifiques de DESY. Donc en deux transparents, je vais vous résumer ces résultats scientifiques. Ce que vous voyez ici, c'est la taille de cette empreinte que l'on cherche à mesurer en fonction du redshift, ou plus intéressant peut-être, en fonction du nombre de milliards d'années que l'on en arrière. Donc ici, c'est aujourd'hui. Ici, on commence à s'approcher assez farouchement des débuts de l'univers. Donc l'univers, je vous rappelle, c'est 14 milliards d'années. Donc là, on est vraiment dans l'univers extrêmement primordial. Il y a deux jeux de points sur ce graphique. Ce sont les données d'avril 2024 ou de mars 2025 avec les points les plus lumineux. Et ce qu'il faut noter, enfin, le résultat scientifique principal, c'est la différence entre la courbe à 1 ici, qui est celle qui est prédite par le modèle à partir d'une constante cosmologique telle qu'on l'avait vue sur l'univers étudié il y a 380 000 ans, et les distances mesurées par l'expérience DESY qui sont en désaccord, donc avec des distances un peu plus faibles que ce qui était prévu par la courbe dépendante d'une constante cosmologique. Alors ça paraît très faible ce désaccord, c'est un effet de 2%, mais il est systématique, on le voit sur l'ensemble des points mesurés ici pour les époques les plus récentes, donc jusqu'à environ 8 milliards d'années quand on remonte l'histoire de l'univers. Et donc, le deuxième graphique scientifique qui a parcouru le monde, c'est celui-ci. C'est notre compréhension de l'énergie noire au vu des résultats quand on combine toutes ces informations sur l'étude de l'expansion cosmique. Donc, le paramètre que l'on cherche à mesurer, c'est ces propriétés de l'énergie noire, notamment propriétés en termes de pression et de densité. Si l'énergie noire était une constante cosmologique, on avait bien vu que ce paramètre ne devrait pas évoluer du tout. Donc, comme les deux paramètres qui expliquent l'évolution dans le temps sont ici W0 et WA. W0, c'est la valeur aujourd'hui. Si on avait une constante cosmologique, cette valeur devrait valoir moins 1. Et pour une constante cosmologique, on ne doit pas avoir d'évolution dans le temps. Donc, le terme qui caractérise l'évolution dans le temps devrait être 0. Donc si l'énergie noire était une constante cosmologique comme on l'a pensé pendant une vingtaine d'années, le résultat de DESY devrait se trouver à l'intersection ici marquée par un cercle. Et quand on combine toutes les données que l'on a aujourd'hui sur l'étude de l'expansion, on voit que l'on n'est pas compatible avec ce point. Et c'est vraiment le résultat qui a tellement chamboulé la communauté scientifique. L'énergie noire ne semble pas compatible avec une constante cosmologique. Alors en conclusion, qu'est-ce que l'on a ? On a 3 jeux de données qui étudient l'expansion de l'univers, la taille caractéristique qui sépare les galaxies, l'étude de la première lumière de l'univers et l'étude des supernovae. Il semble que, conjointement, ces résultats ne sont pas compatibles avec une constante cosmologique et on semble avoir donc une énergie noire dynamique qui évolue dans le temps. Quelles conséquences ? Le destin de l'univers est à revoir. Avec une constante cosmologique, on avait une expansion qui était de plus en plus accélérée. Donc au niveau du destin de l'univers, ça veut dire une séparation entre les galaxies de plus en plus prodigieuse, et donc un univers finalement, dans quelques milliards d'années, qui devient extrêmement vide, et c'est le Big Rip dont on a pu parler. Avec cette énergie noire dynamique, en particulier, on a aujourd'hui une expansion qui semble moins rapide que celle prédite par une constante cosmologique. Ça veut dire que, finalement, alors, on ignore encore beaucoup du destin de notre univers, mais l'univers le plus tragique et le plus froid que l'on avait nécessairement avec une constante cosmologique n'est peut-être pas celui qui nous est destiné. Et on peut voir un ralentissement de l'expansion, un retournement de cette expansion, qui sait, une recontraction de l'univers. Tous les destins sont encore possibles.
Et en ce qui concerne l'âge de l'univers lui-même est à revoir. J'ai parlé de 13,7 ou 13,8 milliards d'années jusqu'ici, mais avec cette énergie noire dynamique, l'univers est peut-être plus ancien qu'on ne l'avait cru jusqu'ici. Et donc je terminerai avec cette même vidéo, qui est une vidéo qui a été produite par DESY. Ce sont les observations de la première année de données, donc c'est encore incomplet, on a encore des régions que l'on n'a pas cartographiées, mais chacune des galaxies que vous voyez sur cette animation est positionnée à l'emplacement exact qui a été mesuré par DESY. Donc vous avez vraiment ici la cartographie tridimensionnelle de l'univers telle qu'elle a été mesurée par DESY. Et comme le dit un de mes collègues, je vous invite à apprendre cette carte par cœur, comme ça, si jamais vous êtes enlevé par des extraterrestres, vous saurez retrouver votre chemin jusqu'à la Voie lactée. Je vous laisse gérer pour les questions. Bonjour, j'avais une question sur la carte de DESY. Est-ce que vous savez si la carte est disponible en ligne gratuitement ou non? Oui, absolument. Toutes les données de la première année sont d'ores et déjà disponibles en ligne. Alors, si vous voulez juste la carte, vous pouvez directement aller sur le relevé de presse ou sur la publication. Mais si vous voulez le donner pour pouvoir les étudier, pour faire vous-même une analyse complémentaire ou indépendante, la carte de la première année est disponible sur le NERSC, l'infrastructure NERSC en Californie, où vous pouvez downloader l'intégralité des positions des galaxies en 3 dimensions qu'on a mesurées avec DESY. Les données sont disponibles publiquement. Bonsoir. Est-ce que vous avez parlé de la répartition de la matière, de l'énergie noire, etc. dans l'univers? Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus comment on a calculé en fait ce taux? Alors, il y a plusieurs approches. Le taux, ici, l'approche la plus simple, c'est de considérer qu'on a un modèle où l'expansion de l'univers dépend des différentes composantes. Et ces différentes composantes n'évoluent pas au même rythme. Par exemple, la matière, sous l'effet de l'expansion de l'univers, se dilue de façon assez naturelle. C'est-à-dire que si les dimensions augmentent d'un facteur X, la matière va être diluée d'un facteur X cube au niveau de la densité. L'énergie noire, elle, sous la forme de la constante cosmologique, ne se dilue pas. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une expansion de l'univers, la densité d'énergie noire reste constante. Et on a également un terme pour le rayonnement où on peut également modéliser comme ça l'évolution de la densité avec le temps. Et donc quand on étudie l'univers à différentes époques, on peut étudier le taux d'expansion de l'univers à ces différentes époques. Et comme finalement on peut imaginer qu'on a un système d'équations, on a plusieurs époques, plusieurs mesures, plusieurs paramètres à identifier. Donc c'est comme un système de 3 équations à 3 inconnues, si tu veux, et tu peux comme ça retrouver les valeurs de tes inconnus. Donc c'est un petit peu plus complexe de façon générale, mais l'idée c'est ça, tu as plusieurs mesures et tu as plusieurs inconnus que tu vas chercher à identifier. Donc avec la taille des galaxies, tu peux comme ça reconstruire les paramètres auxquels tu es le plus sensible, et ensuite tu as différentes observables. Moi, j'ai une question par rapport à vos conditions de travail aux États-Unis. Est-ce que vous êtes impacté par les coupes budgétaires de Trump? Oui. Alors, la physique n'est pas le domaine le plus impacté. Il y a des domaines beaucoup plus touchés, notamment l'énergie ou la santé. Mais les coupures budgétaires se font sentir néanmoins et ça a des conséquences. Il se trouve que DESY est une expérience qui a tellement de succès que ça soit au niveau des retombées grand public, des retombées scientifiques, que le département de l'énergie, qui est le département qui finance essentiellement cette expérience, souhaite tout faire pour pouvoir maintenir la poursuite de la prise de données. Mais les coupures budgétaires sont néanmoins présentes et on doit faire beaucoup d'efforts pour arriver à poursuivre nos recherches avec des fonds moindres.
Bonjour, déjà je dois vous remercier pour votre conférence qui était vraiment, Ouais, vraiment ah oui. super. J'avais une question, après DESI, est-ce qu'on a des pistes, des projets, ou est-ce que la mission DESI va se continuer pour encore mieux connaître cette énergie noire? Donc c'est une question très intéressante et justement dont la réponse a un petit peu varié avec les derniers résultats. On s'était imaginé qu'avant d'avoir analysé les premiers résultats, DESI était un projet qui était destiné à prendre des données pendant 5 ans pour avoir cette cartographie cosmique. On voit de fait que la prise de données, malgré tous les aléas qui ont scandé cette prise de données, avance très bien. Aujourd'hui, avec 4 ans d'observation, on a à peu près terminé le projet initial. Et l'objectif original était avec DESI d'étudier l'énergie noire et avec des projets futurs de s'intéresser à l'univers encore plus primordial. Aujourd'hui, les résultats ne vont pas du tout dans le sens de ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire ne confirment pas une constante cosmologique. Et donc, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe aujourd'hui, la variation de la variation de l'énergie noire qu'on a mis en évidence avec ces résultats, et surtout sur les derniers 6 milliards d'années. Et donc, on va continuer à étudier cette époque récente dans l'histoire cosmique pour affiner nos résultats. Donc, d'ores et déjà, on a obtenu une autorisation de prolongation de la prise de données avec 2 années et demie supplémentaires pour justement affiner notre carte, avoir une meilleure précision encore sur ces résultats. Et par ailleurs, on travaille avec toute la communauté internationale à envisager des projets de génération ultérieure où on va encore améliorer l'instrument, pouvoir faire une cartographie plus précise et plus dense encore, et voir à quel point ces résultats vont évoluer. Et on est encore à un degré de précision qui n'est pas suffisant pour annoncer une découverte. Il y a un fameux 5 sigma qui est le Graal en recherche scientifique. On n'a pas atteint encore ce niveau-là. Ce sont des résultats en fonction de la combinaison de données qu'on envisage, qui sont entre 3 et 4 sigma. Donc on n'a pas atteint le niveau de précision scientifique qui nous permette d'annoncer une découverte. C'est encore des résultats intrigants qui ébranlent la communauté scientifique, mais qui ne sont pas au niveau de pouvoir les affirmer. Donc clairement, il nous faut continuer la prise de données, il nous faut continuer les analyses pour voir comment ces résultats évoluent et si on atteint effectivement le niveau d'une découverte de variation de l'énergie noire dans le temps. Bonsoir Nathalie, juste une question de béotien. Dans le premier slide présenté, tu as mis qu'il y avait 27 ou 28% de matière sombre. Cette matière sombre, c'est un postulat ou c'est quelque chose de vérifié à aujourd'hui? Donc, au niveau de la quantité de matière noire, c'est expérimentalement... ce résultat est un résultat d'analyse expérimentale, c'est-à-dire que l'ensemble des observations que l'on a montrent la nécessité d'avoir 27% de matière noire. Ce qui, par contre, est totalement vrai, c'est qu'on n'a pas identifié la matière noire. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la matière ordinaire ne peut pas combler l'intégralité de notre besoin en matière dans l'univers. La matière ordinaire n'est que pour 4%, et ça, on a un grand nombre d'observations qui le prouvent, notamment avec les études provenant de la nucléosynthèse primordiale, et même de cette première image de l'univers, qui permet de faire la différence. On avait vu qu'il y avait tout un nombre d'oscillations, et en fait, les propriétés de ces oscillations, des amplitudes et de leur position, dépendent de la quantité de matière ordinaire, donc celle qui nous constitue les uns et les autres, et de la quantité de matière noire, dont on imagine qu'elle a des propriétés sur le plan gravitationnel standard, mais par contre qui n'interagissent pas sur le plan de la formation des galaxies comme la matière ordinaire. Et donc le besoin de matière noire, qui soit de la matière non ordinaire, est obtenu précisément de façon expérimentale. Par contre, on ne sait pas, on ne connaît pas la nature de cette matière noire. Alors, merci pour cette conférence, mais je me posais une question. Depuis qu'on a découvert la matière noire, enfin l'énergie noire, est-ce qu'on a avancé depuis le début ou vraiment pas du tout? Alors, les premiers résultats montraient l'accélération de l'expansion de l'univers avec une précision encore faible.
Aujourd'hui, cette accélération de l'expansion, elle est indubitable. Donc oui, on a un besoin d'expliquer une accélération de l'expansion avec ce terme générique énergie noire. Pendant 20 ans, on a affiné les résultats en pensant que la constante cosmologique pouvait être l'explication ultime, même si, comme je l'ai montré, on n'a pas d'explication à l'origine de la constante cosmologique, à part dire il faut une telle valeur dans les équations d'Einstein. Les derniers résultats remettent tout en branle, puisqu'il semblerait que la constante cosmologique, ça ne soit plus l'explication si l'énergie noire s'avère évoluer dans le temps. Donc dans ce cas, on peut même se dire, finalement, peut-être qu'on n'a même plus besoin de la constante cosmologique et qu'il va falloir chercher une théorie qui la rende rigoureusement égale à zéro, pourquoi pas, puisqu'on voit que l'énergie du vide ne permet pas du tout d'expliquer le terme de constante cosmologique, et qu'il va falloir chercher sur un autre aspect théorique avec des champs qui permettent d'avoir cette substance qui évolue dans le temps. Donc, est-ce qu'on a avancé ou pas? On a découvert qu'on avait ce besoin d'énergie noire il y a une vingtaine, bientôt trentaine d'années. On a avancé dans le sens où on a des résultats toujours plus précis sur les propriétés de cette énergie noire. C'est tout nouveau que l'on s'aperçoit que ces résultats plus précis ne sont pas compatibles avec une constante cosmologique. Donc il faut, je dirais, dans les années à venir, il faut absolument pouvoir confirmer ce résultat. Comme je le disais à une question antérieure, c'est encore un indice fort, mais pas une affirmation. Sur le plan scientifique, on veut vraiment des résultats très pointus avant de pouvoir dire « Ok, on sait aujourd'hui quelque chose, on n'en est pas à ce stade, on a de forts indices, mais ça reste à confirmer. » Donc oui, on avance continuellement. Il faut avancer à la fois les observations pour savoir où on en est, mais également les développements théoriques pour pouvoir expliquer ce que l'on observe. Donc 20 ans à l'échelle de la recherche, c'est pas très long. Des résultats parfois prennent beaucoup plus longtemps qu'une vingtaine d'années pour pouvoir être interprétés et compris, mais on avance progressivement et avec beaucoup d'enthousiasme. Bonsoir. Bon, vous dire merci, ce serait tellement peu par rapport à ce que vous présentez. J'ai une question plus technique sur le mécanisme de mesure. L'acquisition qui est faite, entre deux acquisitions, on voit qu'il y a le temps de positionnement. Mais l'acquisition qui est faite, c'est un prépositionnement que vous avez choisi à l'avance. En gros, est-ce que c'est une campagne préparée? Ou bien est-ce que vous visez des points lumineux sans savoir si derrière, par exemple, c'est un effet de lentille gravitationnelle qui vous met sur ce point qui finalement sera plus délicat à positionner en 3D? Non, le positionnement des fibres optiques est prédéterminé, c'est-à-dire qu'on démarre avec une photographie bidimensionnelle de notre univers. On a d'ailleurs conduit toute une campagne d'observation pour obtenir ces images avec la profondeur nécessaire. Ça a été 4 ans de prise de données. Donc en fait, tout l'accent est mis sur le relevé spectroscopique, mais il a été précédé lui-même d'un relevé photométrique pour obtenir en 4 ans des mesures de l'emplacement de milliards de galaxies dans le ciel sur l'ensemble de la zone que l'on cherche à étudier. Et ensuite, sur ces milliards de galaxies, on en a présélectionné quelque chose de l'ordre de 60 millions, un peu plus que celles qu'on utilise dans la cartographie, parce qu'il y a de la perte. Et ce sont des galaxies qu'on a présélectionnées pour différentes propriétés. D'abord parce que l'on voulait pouvoir échantillonner l'histoire cosmique de nos jours à 11 milliards d'années. Donc il nous fallait des galaxies qui soient observables sur ces différentes tranches de l'histoire de l'univers. Et par ailleurs, comme on veut pouvoir mesurer leur emplacement à 3 dimensions et donc leur distance de nous, il nous faut utiliser des galaxies dont l'information dans leur spectre va pouvoir être mesurée en termes de distance. Donc toutes les galaxies à toutes les distances ne sont pas valables. Et je peux d'ailleurs illustrer, je crois que j'ai... Super. Vous avez ici, pour chacune des 4 catégories de galaxies que j'ai mentionnées, donc les plus proches en bas, les plus lointaines, les quasars en haut, vous voyez les spectres de ces galaxies. Ça, c'est l'information que l'on mesure sur nos détecteurs. Et ces spectres ont des propriétés bien particulières. Donc, par exemple, prenons le quasar ici. Ici, c'est la transition du niveau électronique de 1 à 2 de l'hydrogène. C'est cette transition-là dont on connaît la longueur d'onde dans l'observatoire, 1216 nanomètres, qui ici est décalée vers le rouge et qui va nous permettre de mesurer son redshift.
Et on ne peut pas utiliser des quasars à très bas redshift, parce qu'à bas redshift, cette longueur d'onde, par exemple, ne sera pas suffisamment décalée pour être dans le champ d'observation de notre instrument. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir plusieurs catégories de galaxies, parce que les propriétés des informations de ces spectres évoluent au fur et à mesure que la galaxie est plus loin de nous. Et pour que ça reste dans le domaine visible, qui est le domaine de mesure de notre instrument, on est obligé de changer de galaxie. Et donc, clairement, ce sont des galaxies qu'on a présélectionnées pour pouvoir fabriquer notre carte cosmique avec la précision recherchée. Oui, à propos de dynamique à grande échelle incomplètement comprise, qu'en est-il de la période inflationnaire? C'est-à-dire, je comprends que ce n'est pas votre sujet, mais est-ce qu'on a une théorie physique satisfaisante de cette dynamique tout à fait exceptionnelle, ou est-ce qu'elle est mise à la main pour satisfaire des propriétés d'homogénéité qu'on observe, etc. Est-ce qu'on a une théorie physique de cette période-là? Alors, donc sur la période inflationnaire, on a encore peu, en fait, même sur le plan d'observation, on a encore peu d'indications qui valident absolument qu'il a existé cette période inflationnaire. C'est un des objectifs d'un grand nombre d'expériences. Au niveau des théories, on a des théories qui permettent d'expliquer l'inflation et de fait qui expliquent justement un certain nombre d'observables qui nécessitent une période inflationnaire. Mais il n'y a pas encore de théorie qui soit particulièrement privilégiée. C'est vraiment un domaine d'étude encore aujourd'hui. Et on cherche justement à améliorer également les observations pour pouvoir aider à contraindre les différents modèles théoriques de la période inflationnaire, puisque, comme on le disait à plusieurs reprises, observation et théorie avancent de pair. Et aujourd'hui, les observations sont insuffisantes pour vraiment contraindre les théories de l'inflation. Donc on n'a pas une théorie principale. On a des modèles qui peuvent expliquer une période inflationnaire, mais à défaut d'observations suffisamment précises pour les contraindre, on ne peut pas encore à ce jour dire qu'on a l'explication absolue de la période inflationnaire. Oui, bonsoir. J'avais à peu près la même question que monsieur, là, pour voir si éventuellement il y avait un lien entre l'énergie noire et la période d'inflation. Et aussi, si vous pouvez dire un mot sur ce que font les théoriciens actuellement pour essayer d'expliquer cette énergie noire. Quelles sont les nouvelles théories qui sont envisagées? Merci. Une des raisons pour lesquelles le papier de résultats de DESI est le papier le plus cité en 2024 et les nouveaux résultats déjà le papier le plus cité en 2025, c'est bien précisément parce que les théoriciens s'intéressent énormément à ces résultats et cherchent à développer des modèles qui expliquent l'évolution de l'énergie noire telle qu'elle est observée par DESI. Donc aujourd'hui, la relation... On n'a pas mis en évidence de relation entre la période inflationnaire et l'énergie noire, mais effectivement, c'est une question qui se pose, puisque l'inflation s'est produite et s'est arrêtée. On n'est pas aujourd'hui en période inflationnaire. Donc le fait qu'on constate un ralentissement de la densité, de l'expansion de l'univers et un affaiblissement de l'énergie noire laisse penser effectivement à la possibilité d'une période inflationnaire qui se termine sans avoir pour autant eu l'inflation prodigieuse que l'on avait vue dans les premiers instants de l'univers. Mais ça laisse penser qu'il y a peut-être une explication conjointe à ces deux phénomènes. Ça reste extrêmement hypothétique à ce jour. Ce n'est pas le pan de recherche le plus privilégié, mais c'est une idée qu'on peut avoir en tête, effectivement, se dire qu'il y a peut-être une relation. Et donc, au niveau des théories physiques, on cherche des champs qui permettent d'expliquer cette évolution, à voir que les propriétés que l'on trouve pour l'énergie noire, en vérité, ne permettent pas de s'expliquer avec un seul champ scalaire, parce qu'on a une période où la densité d'énergie noire croît malgré l'expansion de l'univers, et ça, ce n'est pas, non seulement c'est vraiment pas simple intuitivement à imaginer comment on peut diluer une quantité et avoir une densité qui croît, et de fait, c'est pas naturel du tout. Avec un simple champ scalaire, ce n'est pas possible. Il faut déjà envisager des modèles plus complexes. Mais les théoriciens sont à l'œuvre et j'espère qu'on arrivera effectivement à concilier les observations et la théorie dans les années à venir. Bonsoir. D'abord, merci pour votre présentation. Ma question n'est peut-être pas tout à fait en lien avec l'énergie noire, mais dans votre présentation, donc, avec cette frise d'apparition de l'univers, vous dites que c'est au bout de 380 000 ans qu'on a les premières lumières.
comment on connaît cet âge si on n'a pas de lumière pour voir plus loin? On n'a pas besoin de lumière pour pouvoir étudier. En particulier, on connaît des informations de l'univers alors qu'il était âgé de 3 minutes seulement. Il n'y a pas de lumière, mais c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. C'est la formation des premiers atomes dans l'univers. Et on a des données aujourd'hui qui nous permettent de savoir comment s'est produite la formation des premiers atomes dans l'univers. Donc la lumière, c'est un des messagers cosmiques, ce n'est pas le seul. Et par ailleurs, l'information sur 380 000 ans, c'est l'étude de la carte que je montrais avec les petits points bleus, jaunes, rouges, verts essentiellement, qui contient une grande quantité d'informations sur l'état de l'univers à cette époque-là. Et ce sont les mêmes paramètres qui évoluent jusqu'à nos jours. Et l'évolution, elle est assez bien contrainte. Donc il est possible de connaître des informations sur l'état de l'univers à ces différentes époques, et chacune des mesures va nous apporter des informations et des contraintes très précises sur l'état de l'univers. Donc j'ai pas l'impression de répondre très proprement à votre question, mais notre modèle ne dépend pas d'un instant donné. Et donc on n'a pas besoin d'avoir des mesures à un instant précis pour pouvoir tester notre modèle et son évolution jusqu'à nos jours. Oui, j'avais une question par rapport aux hypothèses sur ce qu'était l'énergie noire. Est-ce que toutes ces hypothèses étaient basées sur la constante cosmologique, ou il y en avait qui n'incluaient pas du tout cette constante? Je pense que c'est... ici. Donc l'énergie noire, en fait, on a vraiment 3 options possibles pour l'expliquer aujourd'hui. La constante cosmologique, c'est effectivement une des interprétations, et donc c'est de se dire qu'il y a ce terme lambda dans l'équation qui n'évolue pas dans le temps et qui a des propriétés bien particulières, notamment que sa pression est rigoureusement opposée à la densité. Ça, c'est l'explication en termes de constante cosmologique, mais ce n'est pas la seule. Et les 2 autres points que je mentionne ici, c'est l'énergie noire de façon plus générique. Donc c'est dans le terme T-menu, on imagine une nouvelle composante dont on va chercher à déterminer les propriétés, ou encore, sans même chercher ni une énergie noire ni une constante cosmologique, mais se dire qu'il faut aller expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers, qui est vraiment l'observable que l'on a, par des modifications aux lois de la relativité générale. C'est également un champ de recherche. J'ai montré que ce domaine est extrêmement contraint parce que la relativité générale est très bien testée à un certain nombre d'échelles et un grand nombre des prédictions de la relativité générale sont confirmées aujourd'hui, mais on peut imaginer des modifications aux lois de la relativité générale qui font partie des champs de recherche aujourd'hui et que l'on teste, que l'on contraint, que l'on étudie pour voir dans quelle mesure on pourrait apporter des modifications qui reproduiraient les observations et en particulier l'accélération de l'expansion de l'univers. Je crois qu'on va être obligé d'arrêter. Oui, une question rapide sur le camembert où vous mettiez le pourcentage de matière noire et d'énergie noire. C'est un pourcentage de quoi? De masse ou d'autres choses? Et comment est-ce qu'on a eu ces chiffres? Alors, c'est un pourcentage par rapport à, qui sont normalisés, effectivement, par rapport à un univers de densité critique qui s'avère être un univers plat et qui est extrêmement proche de l'univers tel que l'on le voit aujourd'hui. Donc, ce sont des valeurs de densité d'énergie relative à une densité critique qui semble être celle que l'on observe aujourd'hui. Donc ce sont des densités d'énergie que l'on a là. Oui.